Je vais vous présenter ici les résultats de la fouille de Longwy-Zac de Bourgard qui a eu lieu en 2018. Situé en Bourgogne, Longwy se trouve au sud de la ville de Dijon, dans le département de la Côte d'Or. Le site de Longwy-Zac de Bourgard se situe dans la plaine alluvionnaire dijonnaise. La rivière la plus proche, l'Ouche, coule à moins de 2 km au nord du projet. L'altitude moyenne est de l'ordre de 225 mètres NGF. La grande majorité des structures apparaît directement sous les labours actuels, entre 20 et 30 cm de profondeur. Elles sont creusées dans les graviers blancs qui constituent le terrain naturel. La fouille du site de Bourgard a été réalisée par l'INRAP et dirigée par Régis Labonne en 2018. Cette opération fait suite à un diagnostic réalisé en 2013 par Frédéric Deveuvé sur une surface de 77 hectares en vue de l'aménagement d'un parc d'activités économiques commandité par le Grand Dijon. Ce diagnostic avait livré de nombreux vestiges de différentes périodes, amenant le service régional de l'archéologie de Bourgogne à prescrire 4 zones de fouilles. Celle que nous allons présenter ici correspond à la zone 3. On remarque sur cette carte que le contexte archéologique local est relativement bien fourni. De nombreuses opérations de diagnostic, en orange sur la figure, ont été réalisées dans l'environnement immédiat de la fouille. Certaines de ces opérations ont donné lieu à des fouilles, en rouge sur la figure. Concernant la période néolithique, seules 2 structures y sont rattachées. Il s'agit de 2 sépultures, l'une découverte au lieu dit Les Quétinières par Régis Labonne en 2003, sur une parcelle très proche de notre fouille, et l'autre un peu plus au nord au lieu dit L'Écluse-Romelay, dirigée par Régis Labonne en 2006. La sépulture des Quétinières, à gauche sur l'image, renferme le squelette d'un individu adulte déposé sur le côté droit. Les membres supérieurs et inférieurs sont contractés. Cette sépulture est perturbée au niveau des pieds par la mise en place d'une réduction. Le mobilier se compose de 4 valves de coquillage perforées, d'un éclat de silex et par des éléments de vase campaniformes. Une datation radiocarbone a été réalisée qui fournit une date de 4030 plus ou moins 35 BP, soit 2832-2471 calibré BC. La sépulture de Longwy Écluse-Romelay, à droite sur l'image, est très mal conservée. Seuls quelques restes osseux sont visibles, dont la main droite de l'individu. Quelques fragments de bois de serre et des tessons de céramique à pâte grise et dégraissant coquillés accompagnaient le défunt. Une attribution au campaniforme au début du Bronze ancien a été faite sur la seule base du dégraissant. Pour revenir au site de Longwy-Zac de Bourgard, l'emprise totale prescrite par le service d'archéologie est de l'ordre de 13 hectares. Ça correspond au cadre violet sur l'image. Mais les moyens alloués à la fouille ne permettent pas de décaper l'ensemble. Le cahier des charges stipule qu'à l'intérieur de ces 13 hectares, seuls 4 hectares maximum seront à fouiller, avec des fenêtres à ouvrir autour des sondages de diagnostic les plus significatifs. À l'issue du décapage, on se retrouve avec un plan totalement incohérent, constitué de 15 fenêtres, dont les surfaces varient de 500 à 6000 m². Au total, ce sont 412 structures qui ont été identifiées. Beaucoup d'entre elles ont subi un arasement important en raison des labours successifs. Par conséquent, il a souvent été difficile de distinguer le fond d'une structure anthropique d'une anomalie naturelle. De plus, l'absence de mobilier dans la plupart des structures n'en aide pas l'interprétation. Ces faits nous ont donc conduit à multiplier les prélèvements de charbon de bois en vue d'analyse radiocarbone. Le tableau ci-joint présente toutes les analyses radiocarbone qu'on a pu faire sur le site. Au total, 30 datations radiocarbone ont été effectuées, plus de la moitié révélant des vestiges néolithiques. Ces résultats sont une vraie surprise puisqu'à l'issue du diagnostic, aucune structure néolithique n'avait été identifiée et à l'issue de la fouille, seules 4 structures néolithiques avérées ont été reconnues. On va détailler ces différentes structures. Le néolithique ancien, pour commencer. 2 structures sont attribuées au néolithique ancien. Il s'agit dans les 2 cas de sépultures individuelles. Elles sont distantes de 220 mètres. La plus au sud, la sépulture 376, est située sur l'emprise de la fenêtre 1. Elle se présente en plan sous la forme d'une fosse ovalaire de 1,45 m de long et 1,10 m de large environ. Elle est à gauche sur l'image. Elle est comblée en surface par un limon argileux brun, meuble et homogène, comportant quelques petits graviers. Cette structure apparaît directement sous les labours actuels,
si bien qu'une partie du crâne de l'individu inhumé était manquante, endommagée par les engins agricoles. Cette fosse renfermait les restes d'un adulte mature de sexe masculin déposé sur le dos, orienté selon un axe sud-est-nord-ouest avec la tête au sud-est, la face orientée vers le sud-ouest, le membre supérieur gauche le long du corps, tandis que le membre supérieur droit et les membres inférieurs étaient extrêmement fléchis. Cette fosse n'est plus conservée que sur 12 cm de profondeur. Son profil présente des bords courbes évasés et un fond irrégulier. L'étude taphonomique réalisée par Lux Staniaszek montre une contrainte au niveau des épaules, mais un colmatage progressif sur le reste du squelette. On peut envisager la présence d'un dispositif ménageant peu de mouvement, tel qu'une natte, par exemple. Plusieurs pièces lithiques accompagnaient le défunt. Il s'agit de fragments de lame et de lamelles et d'une armature trapézoïdale. L'armature a été retrouvée à proximité du membre supérieur droit, au niveau du gril costal, mais rien ne permet d'affirmer que cet objet aurait causé la mort de l'individu, aucune trace d'impact n'ayant été repérée sur les os. Les autres pièces lithiques sont réparties sur l'avant-bras gauche et sur le bassin. À noter qu'un des fragments de lame déposé sur l'avant-bras recolle avec celui retrouvé sur le coxal gauche. Dans la mesure où le squelette de l'individu apparaît à une très faible profondeur, il est tout à fait possible qu'un engin agricole ait cassé la lame et en ait fait migrer une partie. La position du défunt, les membres inférieurs contraints, et la présence des pièces lithiques permettaient à elle seule une attribution au néolithique. L'industrie lamino-lamellaire s'inscrit pleinement dans le cadre typotechnologique du néolithique ancien, attribution chronologique confirmée par 2 datations radiocarbone. La première, réalisée sur os, fournit les dates de 6200, plus ou moins 40 BP, soit après calibration entre 5295 et 5045 avant notre ère. La deuxième, effectuée sur dents, fournit la date de 5970 plus ou moins 50 BP, soit entre 4981 et 4727 avant notre ère. Bien que sensiblement différentes, ces 2 dates permettent malgré tout une attribution au néolithique ancien. La seconde sépulture, la structure 352, à droite sur l'image, est située plus au nord, sur l'emprise de la fenêtre 11. Cette structure apparaît en plan sous la forme d'une fosse ovale, mesurant 1,05 m de long et 60 cm de large. Elle est comblée par un limon argileux brun, meuble et homogène. Il s'agit d'une fosse sépulcrale renfermant les restes d'un individu de taille adulte déposé sur le côté gauche, orienté selon un axe est-ouest avec la tête à l'est, regardant vers le sud. Ses membres supérieurs et inférieurs sont fléchis. La fosse est creusée aux dimensions du corps. Elle n'est conservée que sur 13 cm de profondeur. Son profil présente des bords courbes évasés et un fond relativement plat. La conservation de certaines connexions anatomiques plaide en faveur d'un colmatage progressif et donc d'une inhumation en pleine terre. Plusieurs tessons d'un même vase ont été recueillis devant sa face. À l'origine, ce vase devait être complet et déposé en offrande au défunt. Très arasé, apparaissant directement sous les labours, le squelette a été détérioré, notamment au niveau du crâne. Le vase a très certainement subi les mêmes aléas. Cette fragmentation empêche toute datation précise, malgré les nombreuses heures passées par Anthony Donner pour tenter de recoller le vase. Un fragment de fossile calcaire a également été recueilli au niveau du coxal gauche, sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit d'un élément de parure accompagnant volontairement l'individu inhumé, ou s'il s'agit d'un fossile naturel qui se trouve au contact du squelette par un simple hasard. S'il s'agit d'une parure, aucune perforation n'est présente, mais l'objet étant cassé, il y en avait peut-être une à l'origine. Jean-Pierre Garcia a observé ce fossile et en donne une détermination. Il s'agit d'un tube de serpulidé silicifié. Ce type de fossile, datant du Jurassique supérieur, se trouve à l'état naturel dans les graviers de Longwy. Une datation radiocarbone a donc été réalisée. Elle fournit la date de 6120 plus ou moins 40 BP, soit 5209, 4953 avant notre ère, c'est-à-dire au néolithique ancien également. Géographiquement, Longwy se situe au carrefour du courant rubané et du courant cardial. Le mobilier retrouvé dans les tombes, lamelles, armatures, coquillages, n'est pas incompatible avec l'un ou l'autre de ces courants. Donc il nous est impossible de savoir si nous sommes en présence de sépultures rubanées ou cardiales. La découverte de ces 2 sépultures attribuées au néolithique ancien reste exceptionnelle pour la région, puisqu'en Côte d'Or, le seul exemple connu de sépulture au néolithique ancien est la sépulture de Dijon-les-Lentillères, fouillée au XIXe siècle et attribuée aux Rubanais. De cette sépulture, il ne nous reste qu'une planche de mobilier de marchand.
Concernant le néolithique moyen, 8 structures sont attribuées à cette période. 3 structures rubéfiées, 4 fosses et un trou de poteau. Les structures rubéfiées tout d'abord. Il s'agit des structures 233 et 359, distantes de 170 mètres environ. Elles présentent les mêmes caractéristiques et sont attribuées toutes deux au néolithique moyen sur la base d'une datation radiocarbone. Par analogie, on peut ajouter à cet ensemble la structure 230. Ces structures rubéfiées se présentent en plan sous la forme de fosses circulaires dont la paroi est fortement rubéfiée. Le diamètre de ces fosses varie de 80 cm à 1,10 m. Elles ont toutes trois fait l'objet d'un test manuel qui révèle des bords droits verticaux ou légèrement obliques et un fond plat. Elles sont conservées entre 16 cm et 28 cm de profondeur et sont comblées par un limon argileux brun à noir mêlé à de nombreux nodules d'argile cuite et de charbon de bois, ainsi que de cendres. Aucun aménagement construit de traces d'alandier ni d'aire de service n'a été observé. Malgré tout, la forte rubéfaction des parois suggère une structure de cuisson, peut-être de type four domestique. L'absence de pierres rubéfiées permet d'écarter l'hypothèse d'un four à pierre chauffée. Si on s'appuie sur la proposition de classement typologique et fonctionnel des structures de combustion établie par Jean-Luc Dron, Emmanuel Guéquière et Cyril Marcigny pour le néolithique moyen de Basse-Normandie, nos structures rubéfiées de Longwy rentrent dans la catégorie des foyers creusés. Les foyers à plat et creusés résultent de gestes simples avec emploi de matériaux immédiatement disponibles. Ils ne nécessitent pas de préparation complexe et correspondent donc à la satisfaction de besoins de la vie quotidienne. Ce type de foyer est assez peu nombreux dans la littérature archéologique, ce qui résulte sans doute pour bonne part de leur fragilité. Les autres structures attribuées au néolithique moyen sont concentrées sur la fenêtre 1. Il s'agit des structures 103, 104, 116 et 145. Ces 4 fosses sont assez classiques, plutôt ovalaires et peu profondes. On ne peut pas dire grand-chose de plus de ces structures excavées, si ce n'est qu'elles renferment toutes du mobilier céramique très fragmenté, témoignant probablement de fosses dépotoirs. Quelques fragments de meules en grès accompagnent le mobilier céramique des fosses 103 et 145. Ces structures domestiques renvoient à un habitat proche. Elles sont toutes 4 situées sur la fenêtre F1, dans un secteur fortement perturbé par l'implantation de trous de poteaux. L'habitat, ou tout au moins une partie de l'habitat, est peut-être à rechercher dans cet ensemble de creusements. L'analyse spatiale des différents creusements présents dans l'environnement des fosses permet de repérer plusieurs alignements, mais il est difficile de dégager réellement un plan cohérent d'habitation. On peut au mieux envisager un bâtiment sur 6 poteaux, concernerait les structures 51, 52, 58, 105, 109 et 108. Cet ensemble, de plan rectangulaire, mesure 5 mètres de long pour 2,20 mètres de large, ce qui représente une surface de 11 mètres carrés. Orienté selon un axe nord-ouest-sud-est, le bâtiment pourrait fonctionner avec une palissade constituée par les structures 49, 53, 57, 60 et 101 et serait parallèle à celle-ci. La difficulté avec ce genre de substrat graveleux est une surinterprétation des données. En effet, le très grand nombre de creusements identifiés sur le site permet forcément de repérer des alignements de structures. On aimerait bien voir un bâtiment là où il n'y en a pas forcément. Le seul trou de poteau attribué au néolithique moyen, sur la base d'une datation radiocarbone, est la structure 100. Mais il est situé plus à l'est et semble isolé. Il n'a pas livré de mobilier. On peut voir ici une partie des résultats des différentes datations obtenues concernant les structures attribuées au néolithique moyen. Les fosses dépotoirs ainsi que les structures rubéfiées attestent de pratiques liées à des activités domestiques et par conséquent à un habitat à proximité. Les structures rubéfiées 230 et 233 sont distantes de 170 mètres environ de la structure rubéfiée 359 et de 215 mètres environ par rapport aux fosses dépotoirs 103 et 104. En dehors de la fenêtre F8, qui n'a pas livré de vestiges significatifs, on a un secteur couvrant plus d'1 hectare pour lequel on ne sait absolument pas ce qui se passe. Si on doit chercher un habitat au néolithique moyen, peut-être fallait-il le chercher à cet endroit. On peut donc regretter une nouvelle fois le choix du SRA de Bourgogne de valider ce type de prescription archéologique et de ne pas oser faire de grands décapages. Une seule structure est datée avec certitude du néolithique récent. Il s'agit de la sépulture 123, située sur la fenêtre F1. En plan, elle apparaît sous la forme d'une fosse quadrangulaire de 2,45 m de long et d'1,30 m de large. Elle est comblée par un limon argileux brun, meuble et homogène.
Assimilée au départ comme une fosse classique, elle a d'abord fait l'objet d'une coupe longitudinale. Pardon. Elle a d'abord fait l'objet d'une coupe longitudinale à la pioche et à la pelle. Bien que des os étaient présents dans le comblement, le fouilleur, pensant à des éléments de faune, n'a pas eu la présence d'esprit d'appeler un anthropologue pourtant présent sur le terrain pour une identification. Ce n'est qu'une fois la première moitié entièrement fouillée que l'anthropologue est intervenu, a identifié des ossements humains dans le sac de mobilier et a donc pris la suite de la fouille. Il apparaît qu'à l'issue de la fouille de la seconde moitié de la structure, des ossements de plusieurs individus en connexion ont été identifiés, ainsi que des restes crématisés. Malheureusement, nous n'avons qu'une vision tronquée de la structure 123. Très fragmentée, aucun squelette complet n'a pu être reconnu. Malgré tout, l'anthropologue est parvenu à isoler les restes de 7 inhumations, 4 adultes et 3 immatures. De plus, de nombreux os humains crématisés sont présents au centre de la fosse, dans le remplissage supérieur. Ces os proviennent d'une incinération qui relève de la dernière phase d'utilisation de la tombe, consistant à creuser un espace dans les inhumations pour y déposer des restes d'individus crématisés. Les restes d'au moins 9 individus sont contenus dans cette incinération. L'étude anthropologique atteste d'une chronologie dans la déposition des défunts. Plusieurs phases ont ainsi pu être mises en évidence. C'est ce que je vous présente ici, avec les différents sujets repérés. Et enfin, l'incinération. Il s'agit d'une sépulture collective dont la durée d'utilisation couvre sans doute plusieurs années, voire plusieurs générations. À chaque décès dans le village ou dans le groupe familial, on réutilise la fosse pour y déposer le nouveau défunt. Dans ce cas, des rangements d'os peuvent être pratiqués pour laisser de la place au nouveau corps à déposer. La dernière phase d'utilisation de la tombe correspond à la déposition d'une incinération. Celle-ci est contenue dans une fosse. Pour creuser cette dernière, certains ossements d'individus inhumés ont été déplacés avant d'installer l'incinération. Le mobilier recueilli au sein de la tombe 123 est très pauvre. Plusieurs pièces lithiques ont été identifiées, des lames, des éclats et une probable armature tranchante, ainsi qu'une base de bois de serre. Le bois de serre semble avoir été déposé en même temps que le sujet numéro 2. Ces éléments sont altérés par le feu, empêchant la détermination macroscopique des matières premières. L'attribution de la sépulture au néolithique récent est confortée par 2 dates radiocarbone concordantes, 4485 plus ou moins 35 BP et 4430 plus ou moins 40 BP. Ces 2 dates ont été obtenues à partir des os de l'inhumation numéro 5. Dans un premier temps, afin d'avoir une idée de la durée d'utilisation de la tombe, 7 échantillons d'os ont été envoyés au laboratoire de Poznan, provenant des individus numéro 2, numéro 5, numéro 8 et de l'incinération. Mais seul l'individu 5 a pu être daté, les autres échantillons manquant de collagène. La combinaison des 2 dates obtenues fournit un intervalle plus précis, compris entre 3335 et 3023 avant notre ère. La sépulture collective de Longwy présente-t-elle un dispositif architectural? Il semblerait que l'on se trouve dans la configuration d'une sépulture en fosse simple, sans dispositif architectural bien défini. Cependant, dans la mesure où la première moitié de la tombe a été fouillée grossièrement, nous n'avons qu'une vision partielle de l'ensemble sépulcral. Il est difficile de mettre en évidence des éléments d'architecture de type coffrage en bois. Malgré tout, l'étude anthropologique montre que certains ossements provenant des inhumations montrent des traces de crémation superficielle qui proviendraient peut-être de l'effondrement d'une structure en bois qui aurait brûlé. L'intervention du feu dans une sépulture collective n'est pas un fait inédit. Quelques cas ont été observés dans le bassin parisien, dont le dernier en date est la tombe collective de Passy-Véron, la Truie pendue, fouillée en 2006-2007 sous la direction de Régis Labonne. La tombe faisait peut-être partie d'un monument en élévation, mais l'architecture du monument, si elle a existé, n'a laissé aucun témoignage direct. Il ne faut pas oublier le fait que cette tombe apparaît directement sous le couvert végétal actuel et a donc pu subir des dommages importants au cours des siècles. Malgré ces lacunes, la tombe 123 de Longwy, Zac de Bourgard, est exceptionnelle puisqu'il s'agit du seul exemplaire de sépulture collective néolithique connu en Côte d'Or. Pour le néolithique final, 2 trous de poteaux, les structures 400 et 401, et une fosse, la structure 1, sont attribués au néolithique final. Les trous de poteaux sont conservés sur une trentaine de centimètres, et dans les 2 cas, le négatif du poteau est visible. En l'absence de mobilier, leur attribution est basée sur 2 datations radiocarbone quasiment identiques,
respectivement entre 2865 et 2575 avant notre ère pour le TP400, et entre 2865 et 2497 avant notre ère pour le TP401. Ces poteaux semblent faire partie d'un ensemble bien cohérent, pouvant correspondre à un bâtiment d'habitation. Cette construction est orientée sur un axe nord-ouest-sud-est. Au moins 13 poteaux semblent participer à cet ensemble. La paroi latérale, côté est, est beaucoup mieux conservée que la paroi occidentale. Ce bâtiment se prolonge probablement vers le sud-est, en dehors de la fenêtre de décapage, sur la zone réservée au stockage des terres. Il aurait fallu beaucoup de temps pour déplacer le tas de terre et décaper le bâtiment dans sa totalité, ce qui n'a pas été possible, cet ensemble ayant été trouvé dans les derniers jours du décapage. En l'état, le bâtiment, de plan rectangulaire, mesure environ 12 mètres de long pour 4 mètres de large, ce qui représente une surface au sol de 48 mètres carrés. Cet exemplaire en fait le plus complet de Bourgogne. En effet, on ne sait presque rien des bâtiments du néolithique final en Bourgogne. En Saône-et-Loire, le site d'Ouroux-sur-Saône, le Grand Bois, le Tailly, à gauche sur l'image, a livré un plan partiel de bâtiment constitué par une tranchée de type sablière basse formant un angle droit, ainsi que plusieurs trous de poteaux. Une grande quantité de mobilier archéologique est associée à ces structures et permet une attribution du bâtiment au néolithique final. À droite sur l'image, il s'agit d'un plan partiel de bâtiment mis au jour sur un diagnostic à Collonges-les-Premières en Côte d'Or, diagnostic qui n'a malheureusement pas donné lieu à une fouille. Les trous de poteaux ont livré du mobilier archéologique, notamment une pointe de flèche tranchante et un fragment de hache en pellite quartz. Les tessons céramiques ne permettent pas d'assurer une datation précise, mais l'association entre les silex et les quelques tessons tendrait à privilégier une attribution au néolithique final. Quelques trous de poteaux ont également du mobilier du néolithique final, sans qu'il soit possible pour autant d'identifier une réelle organisation. Sur le site de Longwy-Zac de Beauregard, la fosse 1 est également attribuée au néolithique final. De forme presque circulaire, elle mesure environ 1,20 m de diamètre. Conservée sur une vingtaine de centimètres de profondeur, elle est comblée par un limon brun, meuble et homogène. Son profil présente des bords droits évasés et un fond relativement plat. Aucun mobilier archéologique n'était présent. Une analyse radiocarbone a été réalisée sur du charbon de bois. La datation obtenue, 4100 plus ou moins 35 BP, situe l'abandon de la fosse au cours du néolithique final, entre 2866 et 2500 avant notre ère. Le campaniforme ou bronze ancien. Deux structures sont peut-être à rattacher au campaniforme. La première est un puits, la structure 127, qui a été découvert dans la fenêtre 1. Il apparaît en plan sous la forme d'une grande fosse ovalaire mesurant 2,60 m de long. Ce puits est comblé en surface par un limon argileux brun, meuble et homogène, qui se distingue très nettement du terrain encaissant graveleux. Dans un premier temps, des tests manuels en quart opposé ont été pratiqués. Très vite, on s'est aperçu que la structure plongeait fortement. Une fouille mécanique a alors été réalisée par la suite, par passes successives fines, de façon à identifier les différentes unités stratigraphiques et à récupérer le mobilier archéologique en l'associant aux US identifiés. On estime le fond de la structure à 2,70 m. Dès 2,30 m de profondeur, la nappe phréatique a été atteinte, si bien qu'il a été difficile de percevoir le fond du creusement. La structure présente des bords évasés au sommet, bien verticaux par la suite, puis renflés vers la base. Le remplissage présente de nombreux litages de limon argileux brun et d'argile remaniée jaune qui correspondent aux différentes accumulations de sédiments et d'effondrements de parois lors de l'abandon de la structure. Plusieurs tessons de céramique ont été recueillis. Leur étude, réalisée par Franck Ducreux, montre qu'il s'agit de vases qui présentent des caractéristiques typologiques pouvant les rapprocher de la culture campaniforme. Puis de 5. Son carboneux a fait l'objet d'un prélèvement par flottation. Les refus tamis ont permis d'identifier de nombreux charbons de bois, mais aussi des graines. La datation radiocarbone réalisée sur charbon de bois atteste d'une attribution au campaniforme, 3820 plus ou moins 35 BP, soit entre 2456 et 2142 avant notre ère. Cependant, la chronologie de cette structure pose problème, puisque dans un second temps, un échantillon de graines a été envoyé au même labo, qui cette fois-ci fournit la date de 4680 plus ou moins 60 BP, soit entre 3634 et 3358 avant notre ère, c'est-à-dire entre la fin du néolithique moyen et le début du néolithique récent. Même si l'attribution reste néolithique, un décalage de plus d'un millénaire n'est pas envisageable et suppose un problème de pollution de l'échantillon. Pour finir, je voudrais structures qui, même si n'ont pas fait
datation radiocarbone, elles sont malgré tout sans doute à attribuer au néolithique. Il s'agit des fosses en Y. Elles sont au nombre de 6 et sont toutes réparties sur l'emprise de la fenêtre 11, la plus au nord. Le plan de l'ensemble des structures est ovale, tendant vers le circulaire pour la structure 327. Voici quelques exemples de ces fameuses fosses en Y. Leur longueur oscille entre 2,10 m et 2,90 m, tandis que leur largeur à l'ouverture varie entre 1,20 m et 1,95 m. Ces fosses sont profondes et présentent souvent un important rétrécissement dans les 2 tiers inférieurs. En effet, leur profil est pour les 2 tiers en V, l'autre tiers est en Y. Leur hauteur conservée est comprise entre 1,80 m et 2,20 m. Ce type de structure a déjà fait l'objet de divers travaux d'analyse et d'articles par Nathalie Achard-Coron et Vincent Riquier notamment, qui montrent qu'il s'agit d'un phénomène particulièrement caractéristique du néolithique, même s'il apparaît dès le mésolithique final et perdure jusqu'à la fin de l'âge du bronze. Pour conclure, malgré les nombreuses lacunes résultant d'un décapage en fenêtre, le site de Longwy-Zac de Bourgard livre plusieurs témoignages d'une occupation qui semble importante et qui couvre tout le néolithique. Alors qu'on ne connaissait presque rien sur le néolithique ancien en Côte d'Or, 2 sépultures à inhumation ont été identifiées. Pour le néolithique moyen, 3 foyers en creux sont à souligner, qui, mis en relation avec plusieurs fosses dépotoirs, témoignent d'un habitat à proximité. Le néolithique récent est matérialisé par une sépulture collective, fait inédit en Côte d'Or. Enfin, la fin du néolithique est soulignée notamment par la présence exceptionnelle d'un bâtiment sur poteau, dont les exemples en Bourgogne se comptent sur les doigts d'une main. La conservation très aléatoire des vestiges nous a conduit à multiplier les datations radiocarbone, révélant un nombre conséquent de structures néolithiques. Sans ces analyses, nous serions passés totalement à côté d'un gisement qui se révèle finalement relativement dense. Ce point soulève une question importante. Ne serait-il pas judicieux de multiplier les datations radiocarbone dans le cas de découverte de structures indéterminées, y compris dès le diagnostic archéologique, afin de mieux identifier les habitats du néolithique? Merci de votre attention.